voulais, c'était... Non, je ne suis pas dans le bon truc. Comment tu sais déjà, non double? C'était commande d'espace. Voilà. OBS. Voilà. Voilà, vous devez voir normalement ma Ouais. collection d'expressifs de SP8266. Voilà, donc le SP8266, c'était développé par le fabricant chinois Expressif en 2000, un petit peu avant 2014, et il a été repris parce que l'Expressif a fait... Non, ben en fait, c'était développé en 2014. Non, c'était vendu en 2014 avec une toute petite pièce qui était le SP01. Le SP01, je ne l'ai pas ici, -01, c'était celui-ci. ESP, T'as marqué EPS. ESP01. Voilà, c'était celui-ci. C'était un petit machin comme ça. Et ce petit machin comme ça, l'avantage qu'il avait à l'époque, en 2014, il faut bien voir, c'était, ça se plantait à côté d'un Arduino. L'Arduino n'a pas Internet et ça fait office de modem pour aller sur Internet. Donc, il y avait des commandes AES, il y avait entrée-sortie série, TX et RX, et puis il y avait des commandes AES, donc des commandes AT, et puis on se connectait sur Internet et ça nous permettait de brancher notre Arduino sur Internet. Donc, ça, c'était 2014. Il faut avouer qu'en 2014, on était très, très peu connectés. Ce petit ESP01, il était vendu 5 francs, ce qui était une révolution totale, parce que le même convertisseur dans le domaine commercial, c'était 8 balles. Donc, il y avait des grosses plaques, des gros boards qui permettaient de se connecter sur Internet. Ça coûtait 80 francs. Donc, tout le monde s'est rué dessus. Moi, je me rappelle, j'en avais acheté quelques-uns. C'était vraiment de la folie pure. Et c'était vraiment génial. Et fin octobre 2014, Expressif, il propose un kit de développement, donc un SDK, qui permet de reprogrammer. Je me rappelle, à la fin de l'année 2014, on programmait nos machins, on était tout contents parce qu'on arrivait à flasher nos petits bidules, c'était génial. Puis tout à coup, on s'est aperçu que finalement, on avait 10 à 100 fois plus de puissance sur un ESP01 que sur un Arduino. Sur l'Arduino, on a du style 120 ou 128 bytes de RAM, et sur l'Expressif, sur l'ESP, on a 40K, 40 000 bytes. Donc, on voit tout de suite qu'on n'avait pas du tout la même puissance et on n'avait surtout pas le même processeur. Donc, il y a l'équipe d'Arduino qui a fabriqué une librairie, donc une sorte de module, qui permet de cross-compiler avec le logiciel Arduino qu'on installait pour programmer nos Arduino. Donc, on choisit notre plateforme et hop, on peut compiler directement pour l'ESP 8266. Et puis, de fil en aiguille, les Arduino sont restés pour piloter des imprimantes 3D, et puis tout le monde a basculé sur le SP8266 pour faire toute la partie IoT. En 2018, ils avaient produit 100 millions de chips, et on voit que 3 ans plus tard, ça a de suite la folie. Je me rappelle qu'à l'époque, c'était plus que la production des processeurs Intel confondus. Donc, c'est assez gigantesque. On voit bien que ce chip, il était mis partout. On l'a dans les ampoules, on l'a dans les relais Wi-Fi et tout ça. Je vous laisse aller dans le Wikipédia. Le Wikipédia en anglais, il est plus complet, il est nettement plus complet. Donc, allez plutôt dans le Wikipédia et puis vous le traduisez en français si vous le traduisez en français. Dans cette puce-là, on a un processeur 32 bits. Dans Arduino, on a 8 bits. On a 64K d'instructions RAM et 96K de data RAM, sauf que réellement disponible, on n'a que 40K. Donc, tout le reste est utilisé par le SDK. On a 32 mégabits de flash, c'est des B, ça veut dire 4 mégabytes, parce que c'est la mémoire, elle est en série. On a une connexion Wi-Fi, on a comment on appelle ça, un load balancer, mais au niveau, pas un load balancer, je ne sais plus comment on appelle ça, au niveau du Wi-Fi, ça veut dire qu'on est capable de gérer toute la couche analogique du Wi-Fi. On a 16 bits de GPIO. GPIO, c'est des bits qui sont programmables. Malheureusement, on n'a qu'un seul port ADC. Sur Arduino, on en a presque une dizaine. Donc, là, on est beaucoup plus faible. Mais on s'aperçoit que c'est plus comme ça qu'on gère l'AD. On ne gère plus l'AD depuis
depuis le CPU. On a un bus I2C, un bus SPI, très pratique. On a aussi un bus avec I2S pour l'accès en DMA. On a le bus URT, plus encore un bus software URT. Et on a un stack complet, IP complet, pour la connexion Internet. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'avec ça, on peut vraiment faire des choses jolies. Tout ça pour moins de 2 balles. Je vous montre ma collection, ma petite collection. Ici, on a un node MCU, c'est ce que vous avez reçu. Là, on a un node MCU, le même, mais avec un blindage, parce qu'on s'est aperçu que la partie radio qui est ici, la partie radio, elle est dans ce chip-là, dans ce petit bus-là, avec l'antenne. Et ça, c'est la RAM série. Pas la RAM, c'est la flash série. Et on s'est aperçu que quand ça tourne, suivant comment ça tourne, ça fait des harmoniques qui sont dans la partie Wi-Fi et ça bousille la connexion Wi-Fi. On verra du reste dans notre programmation de notre IoT que vous avez reçu. J'ai dû mettre un bout de code mort simplement pour décaler l'harmonique pour pas qu'on tombe en relation. Et ça arrive seulement avec ce type de board-là. Sur les autres boards, on n'en a pas. Donc, j'ai racheté des nouveaux maintenant avec un petit boîtier métallique. Ça, c'est un node MCU aussi, mais un mini qui peut se connecter avec une antenne. On a une antenne, donc on peut aller faire des longues distances. Ça, c'est la même chose que ça, sauf que c'est en mini. Il y a moins de ports, mais c'est les fameux Wemos Mini D1 qui sont très connus parce qu'on peut les empiler comme celui-ci. Celui-ci, on voit qu'on peut faire, en bas, on a le Mini D1, puis là, on a un petit affichage, puis on peut les empiler. On peut faire des petites tours qui sont très faciles pour faire le développement. Et puis ça, c'est mon petit préféré. C'est un autre MCU qui tient sur un chip avec l'antenne. Il a une antenne extérieure et on voit par rapport au crayon ou par rapport au doigt que c'est aussi grand que mon oncle. C'est un petit peu plus grand que mon oncle. Et c'est tout la même chose. Hein. On peut tout faire la même chose avec tous ces chips qui sont là. Donc, c'est-à-dire que sur ce petit bidule-là, on va pouvoir le programmer et l'installer dans Home Assistant. C'est juste de la folie. ESP Home, c'est quoi? On verra après ce que c'est, mais en détail, parce qu'on va l'utiliser, mais ça permet de programmer très simplement ces petits bidules. On voit par exemple dans cet exemple que je vais vous montrer là-dessous, tout ce qu'on arrive à faire avec 80 lignes de code. On arrive à gérer les secrets, ça c'est assez génial. Pour la plupart des gens, ils ne savent pas à quoi ça sert. Pour nous, on est très concernés avec la gestion des secrets, c'est-à-dire qu'on n'a pas de secret dans les codes. On voit ici que là, je n'ai pas de secret parce que je vais appeler le fichier secret, la gestion des secrets pour récupérer mon secret. On a une connexion au Wi-Fi automatique sur Internet. En cas de non-connexion, on a un hotspot automatiquement Wi-Fi qui s'enclenche avec un portail captif. C'est ce qui s'est passé chez vous. Les kits domotiques étaient programmés pour mon Wi-Fi. Au moment où ils sont arrivés chez vous, ben, ils n'ont pas trouvé le Wi-Fi, donc ils sont mis automatiquement en hotspot pour que vous puissiez les reprogrammer, les reconfigurer. On a tous les logs de l'ESP disponibles en remote. Ça, c'est aussi génial pour le débugage. On a une API complète pour pouvoir piloter tous les IoT en remote. On a une possibilité de reflasher le firmware via OTA. OTA, c'est via les ondes. Ça veut dire qu'au moment où on l'a flashé une fois en USB, on peut le déconnecter et on n'a plus besoin de le connecter hardwarement parlant sur le programmateur. On a la possibilité d'allumer la petite LED sur l'IoT, la possibilité de démarrer à distance, de détecter l'état du petit switch, on verra après. On a aussi un petit serveur web qui est sur l'IoT qui permet de le piloter et voir son état et consulter ses logs. On a une connexion, un serveur broker, on verra ce que c'est. On a la transmission de la connexion du Wi-Fi, ça c'est très intéressant et important parce que suivant que vous commencez à mettre vos IoT dans le jardin ou à l'extérieur de la maison, ben, quand vous voyez que vous êtes un petit peu trop loin de l'antenne, puis vous posez des questions pourquoi ça déconne, ben, c'est là où il faut rajouter une antenne parce que vous avez le contrôle de la transmission. On a la durée de fonctionnement, ça c'est aussi génial parce que si on a des IoT qui dorment, parce qu'on peut les faire dormir la plupart du temps pour économiser l'énergie, ben, on voit tout de suite pendant combien de temps ils fonctionnent. On a la transmission de la mesure de température, donc ça c'est la charge, et l'humidité, c'est ce qu'on a. Et on voit que simplement pour faire tous ces 15 fonctions-là, il suffit simplement de rajouter des lignes de configuration comme on fait avec Ansible. Typiquement, pour démarrer un serveur web, c'est ça. Pour se connecter à un serveur MQTT,
c'est ça. Pour lire la température et l'humidité, c'est ça. Donc, on voit que c'est relativement assez facile, pour autant qu'on sait qu'est-ce qu'il faut copier-coller pour pouvoir faire notre programmation. Voilà, là, je vous laisserai aller dans la documentation qui résume toute la saga des 8266, parce qu'ils en ont développé des modèles pas possibles. Et comme elle est bourrée de pubs, c'est une pub qui est interlacée, on ne sait plus où on en est. J'en ai fait un extrait avec AD Blocker et puis j'en ai fait un PDF, comme ça c'est quand même beaucoup plus simple à lire. Ce genre, mais c'est statique. Hein. Voilà, problématique. Ça fait maintenant 3 ans que je donne des cours d'introduction en IoT. Je vais me mettre ici à 200%. Et bien entendu, avec l'UA, parce que c'était mon langage préféré, parce que c'était vraiment génial. J'ai formé environ une 50aine de personnes entre les cours de Makerspace, les cours de la SDF, les cours du Fab Lab, j'en ai formé une 50aine. L'UA est vraiment génial et tout, mais je suis obligé de constater qu'il y a très peu de personnes qui ont continué avec. Je dois avoir 2 ou 3 personnes qui ont continué, où j'ai encore des contacts avec l'UA. Donc, c'est un échec, la programmation des IoT avec l'UA. Pendant ces 3 années, j'ai mis aussi en production une 50aine d'IoT. J'ai une 50aine d'IoT qui tournent un petit peu partout dans la planète, qui tournent avec l'UA. Et j'ai dû développer une quantité incroyable de modules de librairie pour faire tout ce que les fonctions qu'il y a là-haut. Donc, j'ai dû faire un module UA pour faire un serveur web, j'ai dû faire un module UA pour faire les logs, j'ai dû faire un module UA pour se connecter. Bref, j'ai dû vraiment faire une quantité effroyable de modules UA. Et le problème, c'est que ces modules étaient en permanence développant. Et l'IoT que j'ai installé il y a 3 ans, il n'a plus du tout le même module d'installation que celui que je viens de développer au mois de décembre. Et c'était excessivement difficile de maintenir à jour mes 50 IoT. Parce que quand on a un IoT qui est dans le plafond, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mis comme soft et qu'est-ce qu'on a mis comme firmware à l'intérieur, on n'arrive pas à le maintenir. Et ça, c'était vraiment un bordel juste incroyable. Donc, avec ça, je me suis aussi parti en échec. Au début de l'année, au début de janvier, un collègue du Fab Lab d'Yverdon me fait découvrir Home Assistant. Et là, j'ai tout de suite vu que c'était un truc juste génial et que ça allait résoudre tous mes problèmes. J'ai aussi compris que cette fois, si je vais former des personnes sur IoT avec Home Assistant, ils vont pouvoir continuer. Et au Fab Lab d'Yverdon, on a formé 5-6 personnes, une demi-douzaine de personnes, elles continuent, elles ont un chat qui tourne et ça marche pas. Donc ça fonctionne. Et puis, j'ai aussi vu que si on continue de programmer les IoT de manière conventionnelle, donc comme il y a quelques mois, c'est-à-dire faire du C++, du Lua, de l'Arduino, bref, comme un vrai développeur qui aime bien développer et qui aime bien mettre les doigts dans le clavier, on va arriver à un problème parce qu'il y aura monsieur et madame Michou qui vont utiliser Home Assistant et puis nous, on est hyper professionnels, on fera encore des trucs de l'ancienne époque. Donc, c'est pour ça que je vous fais profiter de la formation et en particulier, je forme les apprentis parce qu'un apprenti informaticien qui va quitter, s'il va continuer à développer en C++ ses IoT dans une boîte informatique, il ne va pas aller bien loin. Hello, désolé pour le retard. Voilà, c'est pas grave, on a lu le début du texte, on a la théorie. Voilà, dans ce workshop, on va utiliser quelques outils. Pour l'instant, ils n'utilisent pas parce qu'on va travailler par Telegram. Tu as juste un lien pour partager ou tu n'as pas? Oui, il est dans YFSD. Ok, merci. Pour l'instant, on n'utilise pas ces outils, Payne Online. Là, si jamais, toujours, c'est RTFM, RTFM, RTFM. Donc, il faut lire. C'est pour ça que j'ai mis toutes les références à un seul endroit, parce que c'est très compliqué de trouver de l'information valable sur Internet avec Home Assistant et ESP Home. Pourquoi? Parce que c'est relativement jeune comme truc. C'est relativement facile à faire fonctionner, donc les gens n'ont pas de problème. Donc, quand on a un problème, on ne trouve pas des gens qui ont des problèmes parce qu'on a des problèmes de Murphy et des problèmes de ouf. J'ai perdu un temps dingue là-dessus. Et aussi, il y a très peu d'exemples ou très peu de GitHub parce que pour l'instant, il n'y a encore personne, vu que ça intéresse surtout monsieur et madame Michou, il n'y a encore personne qui font des GitHub avec des dépôts sur leur code ESP Home et tout ça. Moi-même, je n'ai pas encore fait
un dépôt, parce que j'avais tellement de choses à faire que je n'ai pas eu le temps. Donc, on n'arrive pas à trouver des exemples. C'est très difficile de trouver des exemples. Et là, j'ai été confronté depuis le début de l'année, j'ai perdu des heures pas possibles pour trouver des informations. Quand on veut faire du PHP, quand on fait du Python ou du Node, on trouve très, très facilement de l'information. Et puis, quand on veut faire de Home Assistant ou du SP Home, c'est vraiment très difficile. Les références de 8266, c'est aussi très important parce que c'est comme ça qu'on connaît le branchement, qu'on connaît l'attribution des pins et tout ça. J'ai aussi mis le schéma de notre Node MCU classique, c'est celui-ci, celui qu'on va utiliser pour notre kit IoT, c'est important de comprendre parce qu'on va quand même faire un petit peu de hardware. Hein. J'ai aussi mis le schéma du Mini D1, c'est celui-ci, parce qu'il faut savoir comment brancher les pins et tout ça. Comme j'ai dit, je n'ai pas encore de dépôt pour ce workshop parce que je n'ai pas eu le temps de faire un dépôt. Voilà, maintenant on va commencer en voiture Simone. Le grand problème qu'il y a, c'est quand on parle de Node MCU, on a deux Node MCU. On a le Node MCU qui est le form factor. Ça, c'est un Node MCU. C'est le form factor Node MCU. Ça, ce n'est pas un Node MCU. C'est un mini D1. Ça, c'est un mini D1 aussi. Et on a Node MCU qui est le soft. Le Node MCU soft, ça veut dire c'est du Lua. Donc, sur un Node MCU hardware, on peut faire tourner du JavaScript, du Python, du C, du Scratchbook, ça c'est rigolo le Scratchbook, et de l'SPO, mais on en a une dizaine de langages ou une quinzaine de langages qu'on peut mettre. J'ai vu que c'était vraiment juste la folie maintenant, le nombre de langages qu'on peut avoir dessus. Ils ont même mis un mini Linux dessus. Tandis que quand c'est le software, eh ben, le software, c'est du Lua. On parle du Lua. Et bien entendu, on peut croiser. On peut installer du Lua sur du mini ND1 ou du Lua sur un Node MCU. Pour nous, ça ne va pas nous intéresser grandement la partie Lua software, donc le Node MCU software, parce qu'on a mis le SPO, mais c'est très important que quand on va chercher de l'information sur Internet, tout à coup, on va se retrouver dans des réponses sur d'autres circuits. Je vois qu'il y a... Voilà. On va se retrouver sur des réponses de problématiques qui sont sur du Lua. Et puis nous, on veut chercher pour SPO. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien comprendre comment cette différence entre Node MCU et Lua. Et la plupart du temps, maintenant, on parle de SP. Donc, on dit, voilà, je vais sur SP. On ne parle plus tellement de Node MCU. Mais c'est quand même intéressant de le savoir. On part dans Home Assistant. Home Assistant, c'est quoi? C'est un super intégrateur de solutions domotiques. Je vous l'avais déjà un petit peu présenté, je vous le répète encore une fois. C'est l'espéranto des solutions domotiques. C'est ce qui permet de mettre en relation quasiment toutes les solutions domotiques et les faire dialoguer entre elles. Il faut savoir qu'une solution domotique, c'est totalement closed. Ça ne veut pas discuter avec l'autre. Ils ne sont pas fous. S'ils font une ampoule qui va vous vendre 14 francs avec la marque XYZ, il ne faut surtout pas qu'elle fonctionne avec la marque ABC, parce qu'autrement, vous irez acheter la marque ABC qui coûtera moins cher. Quoique, ils commencent à avoir maintenant un standard qui s'appelle le standard Philips Hue, qui s'appelle Smart Home. Il y a Smart Home de IKEA, qui est le même standard, et j'ai vu que chez Hornbach, lundi, il y a le standard TINT, T-I-N-T, ils vendent des ampoules et ils vendent de la domotique qui est aussi compatible Smart Home. Donc, ça commence, c'est Zigbee, ça commence à devenir dialoguer entre eux. Mais encore, ce n'est pas évident. Typiquement, quand vous voulez interfacer le pare-brise gauche de votre Tesla pour allumer la porte, pour allumer le local de votre bureau, c'est-à-dire vous pouvez mettre votre pare-brise à 50% et ça allume le local de votre bureau, la lumière de votre bureau, et bien ça c'est Home Assistant qui peut le faire. Tesla n'a pas prévu de faire ce genre de truc-là, bien entendu. C'est incroyable le travail effectué. Tout a été fait au niveau de la communauté. Donc, ils ont dû faire du reverse engineering, parce que bien entendu, ce n'est pas documenté, la plupart des choses ne sont pas documentées. Ils ont dû faire du reverse engineering, ils ont dû sniffer les réseaux, c'est un boulot pas possible. Et finalement, on est à plus de 2400 intégrations dans Home Assistant et Home Assistant Community Store, HACC Community Store. Donc, il y a vraiment tout. Et ce qu'il n'y a pas, il suffit d'aller dans les issues de
de Home Assistant et on voit tout ce qui est demandé, tout ce qui est à mettre développé et arriver. Et tous les premiers mercredis du mois, c'est quand il y a une nouvelle version de Home Assistant qui arrive et de SP Home, il y a une dizaine d'intégrations supplémentaires qui nous arrivent dessus. C'est de la folie. Toute l'interface de Home Assistant se trouve dans une page web, c'est-à-dire qu'il n'a rien installé sur son ordi et par définition est utilisable depuis n'importe où. Parce que le Home Assistant, il tourne sur un serveur et vous gérez tout Home Assistant depuis une page web. La seule installation de Home Assistant que l'on doit ou qu'on peut faire, c'est sur son smartphone. On a tout intérêt à installer l'application Home Assistant sur son smartphone parce que ça permet de transformer son smartphone en super IoT. J'ai appelé ça mouchard. Ça veut dire qu'après, on peut, sur son smartphone, on peut récupérer toutes les informations. Il y a sur mon smartphone, sur mon Samsung, je crois que j'ai 70 entités à récupérer. Donc, ça va de la température à la consommation de la batterie, à savoir où était mon GPS à telle heure, sur quel Wi-Fi je me suis connecté, combien j'ai consommé de bytes en 3G, et ainsi de suite. Tous les modules supplémentaires, donc les modules qui sont à gauche de achat, File Editor, Terminal, ESPO, Node-RED, MQTT, c'est ce qu'on va installer, mais on peut en installer plein d'autres, sont installés via le superviseur et sont en fait des conteneurs Docker. Donc en fait, tous ces modules et tout ce bins est géré par des conteneurs Docker. Donc nous, on aime bien les conteneurs Docker parce qu'on connaît bien ces systèmes et ça permet justement de les maintenir à jour très facilement. Donc chaque équipe développe est responsable d'un conteneur Docker et on les relie entre eux grâce à Home Assistant. Quand on dit tout ce qui se trouve, tout se trouve dans une page web, c'est vraiment tout ce qui se trouve dans cette page web. C'est très important de comprendre ça. Si vous avez un flux vidéo d'une caméra vidéo que vous voyez, donc une caméra vidéo, elle a un flux vidéo du style Real-Time Stream Protocol, c'est RTSP. J'en ai 6, je crois, qui tournent à la maison. On peut regarder. Crissier, caméra. Elles vont arriver. Voilà. On voit ici que j'ai 2 caméras dans mon bureau, une de côté, et j'en ai 3 même. J'en ai une derrière moi, parce que je suis en train de faire plein de tests de caméra, une qui survole mon bureau, là. Et bien ça, normalement, ces caméras, elles sont locales sur mon subnet. Elles ne sortent pas sur Internet. Mais si je consulte mon Home Assistant depuis l'extérieur, automatiquement, le Home Assistant va faire une sorte de tunnel VPN ou tunnel tremplin qui va permettre de voir mes caméras depuis Internet. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça permet, vous ouvrez que le Home Assistant, c'est que le Home Assistant que vous devez blinder au niveau extérieur de votre routeur et tout le reste est blindé derrière. C'est votre DNZ, en fait. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir tous les ports et puis avoir des trous de sécurité partout avec tout votre IoT. De la même manière, tous les conteneurs Docker installés par superviseur et qui ont été ajoutés dans la barre d'outils verticale à gauche sont accessibles depuis l'extérieur. Voilà, on va regarder comment faire tourner Home Assistant. Là, il faut aller dans mon document, mais c'est si simple. Ça. Voilà. Et il faut bien comprendre. J'ai fait un sacré bout de temps pour comprendre ça. Les 2 premières semaines de janvier, j'ai perdu un temps dingue avec ce genre de truc-là pour comprendre. Parce qu'il y a Home Assistant, et il y a Home Assistant Core, et il y a Home Assistant OS, et il y a Asio, il y a un mélange, pas possible, parce qu'avant, il ne s'appelait pas comme ça Home Assistant, et il y a un mélange dans la documentation, dans les pages Internet, pas possible, et on est complètement perdu. On installe un truc, on ne sait pas ce qu'on installe, on croit qu'on a installé Home Assistant, finalement, on n'a pas installé Home Assistant, on a installé une partie de Home Assistant. Home Assistant Core, ce qu'on appelle Core, c'est un programme en Python. C'est vraiment un programme en Python. On peut l'installer avec pip install, Home Assistant, et pouf, on a notre Home Assistant. Sauf que on n'aura que le corps de Home Assistant. Il nous manquera une dizaine, ça fonctionnera, on pourra accéder aux entités, aux devices et tout ça,
on pourra voir les intégrations, mais on ne pourra pas voir tout le add-on store, ce qui nous permet de rajouter encore plus de choses. Et en particulier, on n'a pas le superviseur. C'est le superviseur qui gère le tout. Home Assistant, donc Home Assistant en tant que tel, pas avec Core ni rien, c'est une combinaison de Home Assistant Core et d'outils qui permettent d'utiliser facilement sur un Raspberry ou d'autres plateformes, sans configurer un Home Assistant. On appelle ça plutôt Home Assistant OS. Maintenant, ça a changé un peu, on appelle ça Home Assistant OS. Ça change tout le temps. Chaque mercredi, ils sont en train de remanier les définitions et tout ça. Par contre, on a encore des machins de 2019 ou 2020 qui pointent encore au mauvais endroit et on se fait ramasser avec ça. Voilà. Maintenant, ça, c'est une petite matrice. Il y a une nouvelle matrice que j'ai vue, elle est encore plus grande. Ils ont fait une nouvelle, moi je garde encore celle-ci parce qu'elle est simple à expliquer. Mais il y en a encore une plus grande qui explique qu'est-ce qu'on a quand on installe quoi. Si on installe Home Assistant dans un conteneur, c'est très facile, c'est hop, on fait le Docker Run et pouf, on a Home Assistant. On n'a que le use Docker. C'est ce qu'on a dans Docker, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, c'était le minimaliste. Mais on a un petit peu plus que le core parce qu'on peut gérer les conteneurs Docker. Si on installe le Home Assistant OS, c'est ce qu'on va faire. C'est, on a tout. On a le superviseur, on a les add-ons, on a les snapshots, on a l'operating system et on a la gestion des conteneurs Docker. Ce qui est le plus important, c'est le superviseur, parce que le superviseur, c'est lui qui va démarrer les Docker automatiquement. Si on le fait à la main, si on fait un conteneur Home Assistant, comme cette version-là, on doit démarrer les Docker à la main et les lier à la main. C'est-à-dire, on peut les démarrer, on va démarrer le Docker machin, on va démarrer, puis on va les lier comme ça. Et c'est ce que j'avais fait au début. J'avais monté un conteneur Docker, un Home Assistant dans un conteneur Docker sur Scaleway. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi. Les gens ils disaient, oui, mais il n'y a qu'à cliquer sur Add-on Store. Je ne trouvais pas le Add-on Store. C'était vraiment j'ai vraiment perdu un sacré bout de temps avec ça. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment conseillé d'installer ça sur un Pi ou ailleurs. C'est ce qu'on va regarder. Voilà. Donc, si on l'installe sur un Pi, c'est la version la plus complète et c'est la version la plus fiable quand on va partir en production. Si vous commencez à mettre, plusieurs achats ou plusieurs choses sur un Pi, au moment où vous allez partir en production avec votre prod, si votre Pi ou votre achat tombe, eh ben, c'est la domotique de votre maison qui va tomber. Alors, ce n'est pas grave, parce que vous pouvez toujours utiliser vos interrupteurs, tout ça. Mais madame, elle ne va pas être contente parce qu'elle est habituée à cliquer sur un petit bouton ou à dire « Hello Google, allumez telle et telle chose », et puis ça ne marche plus. Puis comme on s'est bien facilité la vie avec la domotique, eh ben, on va devoir venir comme à l'époque du début du siècle et on ne va pas être content. Donc, la production, c'est vraiment de la production et il faut faire très attention. On devient vite très dépendant de Home Assistant. C'est incroyable à la vitesse où on est dépendant. Dans un conteneur Docker, c'est la moins complète et la pire. Par contre, c'est très intéressant de pouvoir l'installer parce qu'on fait juste Docker Compose up et hop, on a un petit Home Assistant qui nous permet de tester des entités très facilement quand on veut faire des petits tests et tout ça. Là, je vois qu'on peut add-on store. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est dans une machine virtuelle parce que c'est la même chose que dans le Raspberry Pi, sauf que c'est plus facile à installer dans un ordi. On peut venir très facilement et tout. Et c'est ce que j'utilise pour la pré-prod et pour la test. J'ai un Home Assistant dans mon petit MacBook Air portable. Et quand je vais dans le train ou quand je vais en vacances, eh ben, je me balade avec mon Home Assistant développement et je peux tout développer, mais continuer à développer mes petits bidules très facilement. Et c'est ce qu'on va utiliser pour que chacun ait la même version. Comme ça, quand on cliquera, on dit en haut à gauche, en haut à droite ou en bas à gauche, on aura tous la même truc. Après, vous pouvez l'installer sur votre Raspberry Pi sans problème pour faire de la prod ou pour faire de la test sans problème. Voilà pour la partie Home Assistant. MQTT Broker. On va en parler, on va en parler, c'est très important. C'est quoi le MQTT Broker? C'est la poste restante des IoT. C'est ce qui permet d'être asynchrone avec nos IoT.
les IoT sont censés dormir la plupart du temps. Alors, votre IoT, votre kit domotique que vous avez mis, il ne dort pas la plupart du temps parce qu'on l'a programmé pour rester allumé en permanence. Et il consomme environ 80 milliampères, c'est entre 80 et 100 milliampères. Et sur une année, ça fait une consommation de 4 kWh annuels. Alors, vous pensez, j'ai une cinquantaine d'IoT qui tournent chez moi, ils sont tous en train de consommer 80 milliampères. Ça commence à faire un petit peu cher au niveau consommation électrique. Donc, c'est quand même bien de le faire dormir. Et j'arrivais pas, c'était très difficile de le faire dormir en l'UA. Et là, avec le SPOM, c'est 3 lignes et il dort et c'est génial. Mais pour quand il dort, il faut qu'on ait un serveur de poste restante qui ressemble à ça. Ça, c'est le broker. Ça, c'est l'IoT. Et ça, c'est les clients. L'IoT, il dort et quand il se réveille, il envoie un publish au broker puis il dit « Coucou, je m'appelle l'IoT numéro 58, ma température c'est tant et mon humidité c'est tant. » Et puis, il y a le Home Assistant, hein, soit sur mobile, soit sur laptop ou sur le Raspberry Pi. Il fait une inscription au broker et puis il dit « Coucou, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Est-ce que tu as quelque chose de l'IoT numéro 58 ?» Et le broker, il dit « Oui, j'ai la température à telle et telle heure et j'ai l'humidité à telle et telle heure. » Vous voyez, il dit OK, il coupe sa liaison, boum, boum. Non, il ne coupe pas parce qu'il reste en permanence lié. Et puis, il fait son bit. Et puis, tout à coup, sur Home Assistant, on dit « Ah, mais j'aimerais bien allumer le chauffage ou la lumière sur l'IoT numéro 58. » Alors, le laptop, il envoie un message, il fait une publication, il fait un publish au broker, puis il dit coucou, j'aimerais que l'IoT numéro 58 allume sa LED. Et puis l'IoT 58, il est en train de dormir, mais il se réveille quand même de temps en temps. Il va publier sa température sur le broker et il va demander s'il a quelque chose pour lui. Et le broker, il dit oui, il y a tel et tel qui t'a demandé d'allumer ta LED. Ah bon, j'allume ma LED. Et puis il envoie l'étape, il dit j'allume ma LED. Et puis après, il se rendort ou il allume son relais, tout ça. Voilà, ça, c'est la fonctionnalité du broker. Quand je vous ai demandé d'installer, de configurer vos kits Domo, en fait, les kits Domo, se sont tous connectés sur mon broker. J'ai un broker de dev, donc il est ouvert et tout. Se sont connectés ici et on voit, ça, c'est un petit outil d'explorer de broker. Ça nous permet d'explorer un broker. Et on voit qu'ils sont en train de parler, ils sont en train d'envoyer des messages, chacun est en train de parler. Je vais vous faire une petite copie d'écran de ça. C'est les numéros des... boom. Voilà, qu'est-ce que je fais? Send. Ici. C'est les numéros des brokers. Donc, si je veux savoir la température qu'il fait chez Jérôme, c'est le 78. Si je reviens si je reviens ici au 78, il est là. Je regarde son senseur, je regarde sa température, je vois qu'il fait 22 degrés, 22,9. Et je peux même encore dessiner l'historique de... Alors là, il vient de démarrer. Je peux regarder quand est-ce qu'il a, depuis quand il fonctionne. Signal Wi-Fi, uptime, donc il fonctionne depuis 400 secondes. Donc, il n'a pas, je sais pas l'histoire de la température. Par contre, là, j'ai l'histoire du 79. On voit l'histoire de l'humidité du 79 et tout ça. Voilà à quoi sert un QTT Broker. Et c'est ce qui va nous permettre de relier nos différents IoT. C'est ça que je voulais expliquer ici. Mon MQTT Broker tourne dans un conteneur Docker et il est intégré dans ma barre d'outils non, Docker est intégré. Non, il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré dans la barre d'outils à gauche. Voilà. C'est aussi c'est comme ESP Home et puis les autres. Ce n'est pas obligatoire de faire tourner le MQTT Broker, donc le container Docker ou le broker, dans Home Assistant. On le fait tourner dans Home Assistant parce que c'est très simple et puis qu'on a déjà un Raspberry Pi qui est condamné pour ça, mais on peut très bien le faire tourner ailleurs. On n'est vraiment pas obligé de le faire tourner là-dedans. Si notre broker est accessible depuis Internet, alors tous les IoT ne sont plus obligés d'être sur le même subnet que HA. Il faut voir que HA, Home Assistant, a un mini système broker, on va le voir après comment ce qui fonctionne,
pour tout son subnet. C'est comme ça qu'il découvre tous ces devices IoT. Mais si on a un IoT qui se trouve ailleurs, eh ben, il ne va pas le voir. Donc, c'est pour ça qu'on va passer par un broker MQTT, on va le mettre visible sur Internet. Moi, je l'ai ouvert dans mon app pour que vous puissiez avoir accès. Et puis, c'est ce qui permet qu'on va pouvoir réunir tous nos IoT qui sont éparpillés chez nous dans chaque Home Assistant personnel. Voilà, donc là, j'ai dit qu'il n'est pas dans la barre d'outils gauche et on ne peut pas l'utiliser comme passerelle pour le manager. C'est pour ça qu'il faut travailler avec un MQTT Explorer. Node-RED, on ne va pas le regarder maintenant. SPO non plus. On le regardera après quand on aura fait tourner notre SPO. Donc, on va installer ESPO maintenant, Home Assistant, et on va gicler ici. Donc, c'est maintenant que vous devez, 43, on va faire encore 15 minutes, c'est maintenant que vous devez touiller et puis régler tous vos trucs. C'est là où vous allez commencer à toucher le clavier et puis plus suivre. Donc, il faut aller dans cette page-là, sur Home Assistant Installation. Je vais vous l'envoyer quand même encore en Telegram. Je suis bien là. Christian, je vais juste arrêter l'enregistrement. Oui.